Le thème de notre débat de ce jour est « Quelle réforme de la Commission électorale indépendante pour des élections crédibles en 2020 ?» Deux panélistes pour animer ce débat. Il s'agit de Dr Arsène Nénébi, il est le président de l'APDH, Action pour la promotion des droits de l'homme, et de M. Souleymane Traoré, président du groupe d'études et de recherche sur la démocratie et le développement économique et social en Afrique, section Côte d'Ivoire. Les discussions porteront essentiellement sur l'importance que revêt la réforme de la Commission électorale indépendante pour des élections transparentes en Côte d'Ivoire. Messieurs, nous allons sans plus tarder commencer ce débat. La première question qui me vient en tête, la Commission électorale indépendante, qu'est-ce que c'est? La question est posée à nos deux panélistes. On va commencer par Dr Arsène Nénébi de l'APDH qui va nous dire ce qu'est la Commission électorale indépendante et son rôle dans le processus électoral. Merci. Je voudrais, avant de répondre à la question, remercier l'ambassade des États-Unis pour l'initiative prise quant à susciter ce débat en Côte d'Ivoire qui, en réalité, est un débat d'importance nationale. Cela dit, la Commission électorale indépendante est une autorité administrative indépendante créée en Côte d'Ivoire à l'effet d'arbitrer tout le processus électoral. Elle a d'abord un rôle au niveau du recensement électoral. Elle a également un rôle au niveau de la surveillance des élections. Ce qu'il faut dire, c'est que cette commission électorale indépendante trouve ses origines depuis l'année 2000. Parce qu'avant 2000, la Côte d'Ivoire avait les élections en Côte d'Ivoire étaient arbitrées par le ministère de l'Intérieur. Et c'est partant du fait qu'il y a eu des contestations au niveau de l'opposition qu'en 2000, le régime de la transition militaire va instituer la première commission indépendante qui était la CNE. Et c'est en évoluant qu'on va aboutir à la commission électorale indépendante d'aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur Traoré Souleymane du GRDS, la CEI, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce que c'est? Nous remercions également l'ambassade des États-Unis pour avoir donné l'opportunité, n'est-ce pas, d'éclairer un peu cette machine qui a été créée en 2000 et qui fait couler tant d'encre que des salives aujourd'hui. La commission électorale indépendante, bien sûr, c'est une structure dont l'objectif est de faire en sorte que les scrutins se passent de façon conviviale et qu'il y ait une certaine transparence vis-à-vis non seulement de la population, mais surtout au but des gouvernements et surtout au niveau des politiciens eux-mêmes. Alors, je vais vous dire tout ce que c'est une tâche assez difficile. Je crois que dans la suite du débat, nous verrons comment ça fonctionne. Merci. Nous allons poursuivre ces échanges, Dr Nénébi. Aujourd'hui, de plus en plus, il est question de la réforme de la commission électorale indépendante. Pourquoi doit-on faire une réforme de la CEI? L'on doit faire une réforme. L'on doit opérer une réforme de la CEI pour des raisons liées d'abord au droit. Pour la simple raison qu'une décision de justice a été rendue par une cour régionale pour demander à la Côte d'Ivoire de conformer sa législation instituant la CEI à la Charte africaine des droits de l'homme, de la démocratie et de la gouvernance. Et comme nous revendiquons être un État de droit, il est important que cette décision soit exécutée. Sinon, la Côte d'Ivoire cesse d'être un État de droit. M. Souleymane, oui, alors, on a eu sur cette question, effectivement, on doit réformer la CEI, la réponse est simple. En fait, pour nous, il y a deux problèmes. Il y a un problème de fond et un problème de forme. Le problème de forme, c'est de cela que mon collègue vient de parler. En fait, il s'agit d'une décision de justice auquel la Côte d'Ivoire ayant ratifié justement cette institution qui est la Cour africaine des droits de l'homme, est obligée, est tenue justement d'exécuter justement tout ce qui a été décidé à ce niveau. Mais en ce qui concerne le fond, effectivement, cette Cour n'a pas pris la décision parce qu'elle veut prendre une décision. Et l'APDH qui a posé justement la plainte
n'a pas posé une plainte pour poser une tête, parce qu'il y a un problème de fond qui est en fait un déséquilibre qui a été dénoncé, que nous voulons tout à l'heure. Alors, sur cette question de la plainte de la PDH, on sait que c'est votre organisation, votre ONG, qui est à la base de cette requête auprès de cette cour. Qu'est-ce qui a motivé cette requête? Et puis, deuxièmement, la CEI a toujours connu des réformes. Alors, est-ce qu'on avait besoin de saisir le cours pour pouvoir faire cette loi, puisque déjà, en Côte d'Ivoire, la CEI elle-même subissait par année des réformes? Et notre réponse à cette question, elle est affirmative. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous que la première CNE qui a existé, Commission nationale électorale, a été instituée en 2000. Et de l'avis des experts, c'est la seule commission indépendante en charge des élections qui a fait un travail qui a été salué et cité dans des rapports aussi bien nationaux qu'internationaux. Et cette commission nationale électorale de l'époque était dirigée par la société civile, notamment par l'ancien président du GRDS Afrique, M. Honoré Gueye. En dehors de cela, lorsqu'en 2001, le premier gouvernement civil issu des élections organisées par la transition militaire arrive au pouvoir, au lieu de consolider les acquis de cette CNE, le gouvernement d'alors a remis en cause et remplacé cette CNE par une commission électorale hautement politisée. Or, l'article 17 de la Charte africaine de la démocratie des élections et de la gouvernance prescrit que les États signataires ont l'obligation de mettre en place des institutions indépendantes pour l'organisation des élections. Et nous, à la PDH déjà, lorsque cette première CEI avait été mise en place en 2001, nous avions déjà attiré l'attention des pouvoirs publics sur le danger, sur les craintes de partialité qui pesaient sur cette CEI. Parce que, comme je l'indiquais tout à l'heure, elle était composée essentiellement de partis politiques et notamment elle avait une surreprésentation du parti au pouvoir. Sauf que la Côte d'Ivoire ayant connu une crise, on va, après les négociations entamées pour le règlement de la crise ivoirienne, avoir l'entrée de toutes les forces belligérantes dans la commission électorale indépendante. De sorte qu'il y a une inversion. Désormais, c'est l'opposition politique et armée qui est surreprésentée. Et la PDH, là encore, avait attiré l'attention. Sauf que la PDH, en ce moment, ne pouvait pas saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pourquoi? Pour la simple raison que la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme obéit à la satisfaction de plusieurs conditions. Notamment, il faut avoir la qualité d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En ce moment-là, nous n'avions pas cette qualité. Il faut également que le pays, au-delà d'avoir signé la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, au-delà d'avoir signé le protocole de Ouagadougou qui institue la Cour africaine, le pays doit en plus faire une déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. Et cette déclaration a été faite et son instrument déposé seulement en 2013 avec le gouvernement dirigé par le président Alassane Ouattara. Donc ces conditions étant réunies, c'était un boulevard ouvert pour nous désormais pour aller saisir la Cour. On nous a souvent rétorqué pourquoi nous n'avions pas saisi au niveau national. Nous ne pouvions pas le faire parce que déjà au niveau national, il y avait un groupe de députés qui avait antérieurement saisi le Conseil constitutionnel. La réponse du Conseil constitutionnel était déjà suffisante pour ne pas que nous partions à nouveau devant elle. D'abord, quand on parle d'équilibre au niveau de cette instance, de quoi s'agit-il? Dans un système démocratique, il faut savoir qu'il y a, à notre avis, trois mailles. À savoir d'abord le gouvernement, ensuite les politiques et enfin la société civile. Alors, pour qu'il y ait une certaine équité dans la gestion de l'organe même qui est censé justement conduire les élections, les scrutins, il faut une répartition assez équilibrée entre ces trois mailles. Si nous avons d'abord préparé un document pour que vous voyez de façon claire ce qui s'est passé depuis 2000. Comme il l'a dit, en 2000, ces trois maillons étaient présents. Aussi bien
au niveau de la représentation du bureau central que dans la représentation locale. En 2001, il y a eu un texte qui a changé le nom de la Commission nationale CRE en CEI, et c'est là que tout a commencé. C'est-à-dire qu'il y avait un déséquilibre que nous appelons aussi bien qualitatif que quantitatif. Qualitatif, c'est-à-dire que la société civile a disparu. Or, je viens de vous dire que ça doit faire partie intégrante d'un maillot par rapport à cet objectif d'équilibre affiché. La société civile a disparu dans le texte de l'équilibre. Donc, il y a un problème de déséquilibre au plan, j'allais dire, qualitatif. Mais, en ce moment, au plan quantitatif, ça dit qu'il faut qu'il y ait quand même un certain équilibre d'abord entre les politiques et ensuite la société civile doit intervenir dans ce magnement en tant que modérateur. Et c'est ce qui a été fait en 2000. Depuis 2001, peut-être 2001, donc la société civile a disparu, il y avait ce déséquilibre. Mais si vous voyez quand même au niveau de rapport de force entre les différents protagonistes politiques, c'était assez équilibré. Parce que, en fait, chaque parti politique devait avoir 2 représentants dans la structure. Bon, le gouvernement étant un gouvernement de transition, on ne peut pas parler du parti au pouvoir. Alors, donc, en fait, la répartition, l'équité devait se faire au niveau des politiques. Et ça, je crois que c'était fait. Ensuite, au niveau, il y avait aussi la présence, bien sûr, de la société civile. En 2005, après les accords de Mapoussi, la structure n'a pas changé. En fait, la structure est restée telle. Bon, il n'y a eu que la jonction des forces paramilitaires, à savoir le PCI, le MJP et je crois MPIGO. Alors, ces différentes forces avaient, je crois, un représentant, aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Mais en 2014, à savoir le dernier texte en vigueur qui fait tous les temps nous allons mettre sa livre, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, avec la pression de la société civile, on a pu obtenir une représentation au niveau central de 4. C'est-à-dire que ce qu'on peut appeler l'équilibre qualitatif était plus ou moins acquis au niveau de la commission centrale. Mais quant aux commissions locales, alors ça a été un vieux flou. Et jusqu'aujourd'hui, les commissions locales n'ont pas de représentation civile. Donc il y a là-bas un déséquilibre qualitatif. À cela, si vous ajoutez le déséquilibre quantitatif, effectué à quoi en fait? On constate à une sorte de phagocytose de l'exécutif au niveau de la commission électorale. À savoir une représentation exorbitante des ministères, de la présidence, des institutions de la République. Mais quand on connaît dans notre pays le fait qu'il n'y a pas trop d'indépendance au niveau de ces pouvoirs, ça veut dire que tous ces représentants en fait représentent plus ou moins directement l'exécutif. Or, quand on parle de l'indépendance d'une structure qui a pour objet de conduire les élections, l'indépendance c'est par rapport à l'exécutif. Donc, c'est pour cette raison que en ce moment on assiste en fait à 2 déséquilibres, à savoir un déséquilibre qualitatif, parce que la non-représentation de la société civile au niveau de la représentation locale et un déséquilibre quantitatif. Merci, je suis Armand Bouli, je suis journaliste. Alors, je me rends compte que nous sommes en train de passer à une autre phase, alors que moi j'ai d'autres enjeux pour lesquels normalement on devrait amender, réformer la CEI. Ce sont des enjeux, bon, alors jusque-là on a parlé des enjeux juridiques, c'est-à-dire parce que la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple a demandé à ce titre donc un arrêt qui fait une injonction à l'État de Côte d'Ivoire de réformer la CEI en profondeur. Donc ça c'est une raison selon moi. L'autre raison, elle est politique. Elle est politique. Aujourd'hui,
si on a réformé la CEI, je présume qu'on va donc mettre en place une commission qui est consensuelle et qui va conduire au nom de tout le monde les élections. L'intérêt, c'est que tout le monde se sent concerné par cette CEI et tout le monde a confiance. Vous avez vu que les élections de 2010 ont choqué également parce que justement la CEI n'a pas bien fonctionné. Les élections, le scrutin de 2018, les groupés, aussi, il y a 18 régions sur 30 qui ont engagé des recours en annulation. 18 régions sur 30 qui ont engagé des recours en annulation. Il y a plus de 600 communes qui ont engagé aussi des recours en annulation. Ça veut dire simplement que la CEI ne marche pas bien. Et tant qu'elle ne marche pas bien, alors les élections ne seront pas bien. Mais cet enjeu débouche sur la paix. Parce que si on ne peut plus contester les élections, parce que tout le monde a eu confiance dans la procédure de conduite des élections, il est évident que nous sortons des élections de façon apaisée. Ceux qui ont gagné vont être félicités, ceux qui n'ont pas gagné vont reprendre pour l'année prochaine. Tout à l'heure, je a dit qu'il aimerait que, au sein de la commission centrale, la société civile soit fortement représentée. Aujourd'hui, Ardo a raison, certaines personnes accusent la société civile d'être instrumentalisée pour endosser le parti politique. Donc, moi, j'ai bien peur que cette requête n'ait pas qu'une cause, parce que eux-mêmes, comme le terrain a dit sur le terrain, ne sont pas à 100% indépendants. C'est ce que les gens disent en tout cas. C'est ce qui s'est fait sur le terrain. Alors, donc voici les préoccupations qui ont été posées. Est-ce que on arrache un pouvoir aux partis politiques, on veut conférer ce pouvoir à la société civile? Quelle garantie de neutralité, de transparence dans ce processus? Merci. Tout d'abord pour une raison de bon sens. Je pense qu'il faut que les politiciens comprennent qu'on ne peut pas être à la fois juge et parti. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la Côte d'Ivoire a connu deux formes de commission nationale électorale. Celle qui a organisé les élections, qui se sont bien passées, la CNE, a été celle qui a été dirigée par la société civile. Les élections qui ont été organisées par la classe politique ivoirienne ont endeuillé le pays et continuent d'endeuiller le pays. La troisième raison, vous ne pouvez pas présumer ou vous fonder sur des affirmations dont aucune personne ne peut apporter la preuve. Vous accusez, à tort de mon point de vue, les organisations de la société civile d'être des instruments des personnes, des personnalités politiques. Quel est le fondement de telles accusations? J'interroge et je m'interroge. S'il est vrai qu'il peut arriver et qu'il est arrivé que des acteurs de la société civile ont pu avoir des prises de position qui coïncident avec la position de certains partis politiques, est-ce que cela suffit à dire, à confirmer qu'ils sont inféodés à ces partis? Hier, le PDCI-RDA était contre la réforme de la commission électorale indépendante parce qu'ils étaient avec le RHDP. Aujourd'hui, ce parti a commencé à épouser les positions qui sont les nôtres. Je pense en un mot qu'il faut que les hommes politiques comprennent qu'ils ne peuvent pas être jugés partis et on ne peut pas présumer de la partialité de quelqu'un lorsqu'on n'a pas encore mis à contribution. Je ne partage pas entièrement l'avis de mon ami sur le problème de la partialité. Vous savez, être de la société civile, c'est pas facile. Tout à l'heure, il a pris l'exemple des pays environnants qui mettent justement la société civile au centre de la gestion de ces commissions électorales. Mais étant tous témoins de tout ce qui se passe dans notre pays depuis des années, alors j'ai peur d'opter que en fait la société civile du Ghana est la même société civile de la Côte d'Ivoire. Parce que une société civile
doit pouvoir se mettre vraiment au-dessus de la mêlée politique. Et moi-même, étant de la société civile, depuis 1990, je vous dis qu'il y a à dire sur cet aspect dans notre pays. Il y a à dire. Parce que beaucoup de sociétés civiles, beaucoup de membres de la société civile, justement, n'arrivent pas, ou arrivent difficilement, il faut le reconnaître, de se mettre au-dessus de la mêlée politique. Alors, ceci étant, effectivement, ils ont le droit de se poser des questions sur la neutralité de cette société civile. Et c'est pour cette raison que moi, en ce qui nous concerne au niveau du GRDS, nous ne pouvons pas, puisque la gestion des élections, en fait, c'est pour les politiques, je suis désolé. C'est une affaire des politiciens. Nous, en tant que société civile, on ne vient qu'en appoint pour les aider. Notre problème en Côte d'Ivoire, c'est le respect des textes de Doha. Je pense, à mon humble avis, que même cette CEI, dans son existence actuelle, si elle se conformait dans son fonctionnement aux textes tels qu'elles sont prescrits, on peut échapper à bien d'autres choses auxquelles nous assistons. Malheureusement, les textes, les actions de la CEI conjuguées aux actions du Conseil constitutionnel n'étant pas toujours en conformité avec les textes, peut-être qu'il y a un problème de relecture des textes qui impose qu'il faut les réviser complètement. Merci. Soulevant sur votre mot de fin. Bon, en fait, je crois qu'on a fait le tour du problème par rapport à la réforme, l'opportunité de la réforme de la commission électorale. Et je voudrais tout simplement dire de façon solennelle aux uns aux autres qu'en fait, de la même façon que l'hirondelle ne fait pas le printemps, en fait, ce n'est pas la commission électorale non plus qui va régir, qui va être à la base de la réussite de notre démocratie, de notre jeune démocratie. Pour qu'il y ait une vraie démocratie dans nos États, il faut que chacun joue sa partition, à savoir le gouvernement, les politiques, mais aussi la population. Mais quand vous voyez, à chaque scrutin, alors on dit que, on nous interpelle, on dit que tel homme politique est allé acheter la conscience des électeurs ici et là, eh bien, qui en faut? Il y a bien sûr l'acheteur, mais aussi à l'acheter. Alors donc il faut que les gens sachent que, en fait, un scrutin, c'est pour justement répondre aux aspirations du peuple dans le temps. Et ces prébendes qu'on vient leur distribuer au moment des scrutins, c'est éphémère. Et donc il faut qu'ils y réfléchissent. Et quand on est acteurs politiques, et qu'ils sachent également que, en fait, que lorsqu'on a décidé de façon délibérée à s'occuper du bien-être de la société par un projet de société, il n'y a que ces projets de société qui vaillent. Et qu'ils essaient plutôt, dans leur campagne, de chercher les éléments qui réunissent les Ivoiriens. Il y en a tellement. Mais ils cherchent plutôt souvent à mettre l'accent sur ce qui les divise. Alors, j'en appelle à leur raison pour que sur le terrain, quand nous, la société civile, nous passons, il ne faut pas qu'ils passent pour aller diviser les Ivoiriens. Je vous remercie.